Bonjour Anela, merci d'avoir accepté d'intervenir de Mademoiselle Bien-être. Bonjour, bonjour Anne Bérangère, merci pour l'invitation. Je suis ravie de vous recevoir parce que je viens de finir la lecture de votre livre. Je choisis ma réalité, ici aux éditions Le Courrier du Livre. C'est un livre qui m'a énormément plu, qui m'a énormément touchée, qui a beaucoup résonné avec moi. La communication, j'ai découvert grâce à la numérologie que la communication était un levier, enfin, était un point important dans mon évolution personnelle. Donc voilà, j'étais curieuse de savoir ce que vous alliez apporter, surtout que, bah, vous parlez, de la communication de pouvoir, donc rien que le mot déjà, enfin les 3 mots, l'expression me plaît, donc j'étais curieuse de savoir en quoi ça consistait. Déjà peut-être est-ce que vous pouvez vous présenter pour, les personnes qui vous ne connaîtraient pas encore? Qui je suis est au cœur de ma vie aujourd'hui. Je pourrais dire que vraiment qui je suis, bah, j'apprends de plus en plus à être une femme. Je pense que c'est vraiment au cœur de comment vivre en fait, comment vivre pleinement et de façon extrêmement épanouissante dans ce corps de femme et qu'est-ce qui m'a, amenée à en être là aujourd'hui? Bah, c'est tout un parcours, je dirais. J'ai l'impression d'avoir eu 10 vies, pour en arriver là aujourd'hui. Moi, j'ai 36 ans. J'ai démarré il y a un peu plus de 15 ans dans le monde de la communication justement. Le marketing, la communication, ça a été vraiment mon premier amour. Ce qui m'intéressait vraiment, c'était la psychologie en fait derrière la communication. Donc ça m'a amenée à creuser toujours plus. J'ai fait Sciences Po pour me permettre vraiment de comprendre, mais tiens, comment est-ce que l'humain se comporte en société? Comment est-ce que l'humain se forme? Qu'est-ce qui est au cœur de notre identité, en fait, au cœur de notre identité personnelle, mais de notre identité collective? Et donc ça a été tout un parcours et puis il y a une dizaine d'années, j'imagine que ça résonne pour beaucoup de gens aujourd'hui, il y a eu, voilà, il y a eu des complications au niveau physique, il y a eu tout un parcours de guérison personnelle qui s'est, suite à un burn-out, suite à, des voilà, des mon corps qui commençait à hurler, qui commençait à crier des choses que je ne pouvais pas comprendre à l'époque. Et donc ça a été, tout un cheminement qui m'a amené à la thérapie, qui m'a ensuite, amenée aujourd'hui, bah, tout simplement à écrire ce livre et à accompagner, depuis une dizaine d'années des femmes, des structures, des groupes sur comment être en lien avec l'autre, avec le monde, mais surtout comment restaurer le lien avec soi-même parce que c'est la clé. J'imagine que, vous l'avez bien, ressenti en lisant le livre, c'est-à-dire la clé se trouve vraiment dans cette communication qu'on restaure avec soi-même et donc voilà, il y a eu, tout un cheminement, pour comprendre, mais tiens, qu'est-ce qui se joue au moins en moi au niveau très subconscient, au niveau, cellulaire aussi, au cœur de notre corps et comment se positionner avec ça pour être en lien de façon épanouissante avec le monde qui nous entoure et comment choisir de construire une vie, de mettre au monde une réalité qui nous convient et qui nous épanouit pleinement en tant qu'humains. Ouais, complètement. Et ce qui est hyper intéressant justement, c'est que c'est pas un livre sur la communication. Enfin, le choix du titre a été mûrement réfléchi. J'ai choisi ma réalité et au fil de la lecture, on se rend compte pourquoi ce titre-là a été choisi. Et c'est pas un livre sur la communication comme on l'entend avec des techniques de communication, pas du tout. Déjà, c'est bien de le rappeler, de la communication, c'est d'abord envers soi-même avant de penser à la communication envers les autres, comment on s'écoute. Et comment vous définiriez alors du coup la communication de pouvoir? Parce que c'est vraiment ça dont l'essence même de votre livre. Mmh. Déjà, je vais revenir sur la question du titre parce que c'est intéressant que vous disiez qu'il y a eu tout un process parce qu'effectivement le titre a été, je dirais que l'écriture, enfin tout s'est fait, la collaboration aussi avec mon éditrice, enfin tout a été extrêmement fluide, extrêmement simple et la seule chose qui nous a vraiment pris du temps, c'est le titre. Pendant des mois et des mois Pendant des mois et des mois, c'était la question du titre parce qu'effectivement, à la base, le manuscrit que j'avais rédigé, le titre, c'était «La communication de pouvoir» Ouais. et et on avait un peu, cette crainte que
en inscrivant ça sur le titre que justement ça mène à confusion et que, ce soit encore un manuel justement sur comment parler, comment formuler ses phrases, comment communiquer quelque part, comment s'exprimer Mmh. et et c'est fou parce qu'à la fin, vous dites, bah, on comprend à la fin du livre qu'est-ce qui fait que ce titre est le bon. Eh bien, c'est vraiment tout à la fin, juste avant d'envoyer à l'impression. On ne savait tellement plus quel titre mettre parce qu'on avait eu 25 propositions, etc. Et à la fin, on s'est dit, mais en fait, pour faire simple, c'est quoi? Mmh. Et on s'est dit: «Mais le message, c'est ça». C'est au final, comment être en lien avec soi-même pour mettre au monde et choisir. Je choisis ma réalité. Je pense que le verbe choisir est au cœur de ça et c'est vraiment ça la communication de pouvoir. Hem, c'est une façon de se mettre au monde soi-même, c'est une façon d'être en lien avec soi-même et surtout, c'est pour moi, je dis toujours la communication, c'est vraiment l'outil et la voie pour venir se rencontrer soi-même. C'est-à-dire si je reprends moi je vois souvent le pont, visuellement comme ça, la communication, c'est vraiment ce lien, ce fil qu'on tisse avec l'autre, hein. C'est si on observe quelque part la façon dont on est en lien avec le monde, on a tous ces fils qui se tissent et c'est des ponts et ce qu'il y a d'intéressant, pour moi en tout cas, c'est d'aller beaucoup plus profondément se rencontrer dans sa communication, c'est-à-dire pas forcément ce qui est visible, pas forcément ce que je dis, mais qu'est-ce qui est vécu dans un mot que je vais exprimer? Qu'est-ce qui est vécu dans mon corps? Qu'est-ce qui est exprimé de mon identité? Et comment je m'en rencontre? Et c'est un chemin, je crois que vous me disiez, hein, avant qu'on démarre l'interview, c'est en fait, c'est un livre qu'on peut lire et relire parce que c'est une expérience de redécouverte de soi et ça n'a il y a c'est un puits sans fond. C'est-à-dire que c'est vraiment une façon de venir se rencontrer toujours plus profondément, en soi-même et donc voilà, la communication de pouvoir, je dirais que c'est tout un univers en soi qu'on va ouvrir et toute une façon de se relier à l'autre qui va être extrêmement riche, extrêmement surprenante et extrêmement, hem, joyeuse aussi, même si vraiment très responsabilisante et quelque part qui nous amène à beaucoup d'intégrité. Mmh, mmh mh. Et je rajouterais même aussi que, c'est un acte d'amour aussi, la communication de pouvoir, et d'amour et de respect envers soi-même, d'abord. Absolument. C'est vraiment ça et d'ailleurs, bah, vous le dites très bien, vous dites: «L'honnêteté et la transparence sont des conditions sine qua non à la communication de pouvoir». Je trouve ça, très, très, très chouette et vous dites aussi que c'est un chemin individuel au service du collectif. Oui. Si on est enfin, on est invité à travailler sur soi et on est, acteur de notre propre vie. Si on veut voir le changement autour des autres et beh, ça commence d'abord par nous. Mmh. Ouais. Mmh, Merci, mais ouais. c'est magnifique parce que vous m'aviez dit que le livre avait beaucoup résonné et vos questions me montrent à quel point aussi vous avez, résonné quelque part avec le cœur et l'essence du propos. Ouais. Parce que tout ce que vous soulevez est vraiment au cœur de cette écriture. C'est-à-dire quand vous parlez d'amour, un acte d'amour, c'est vraiment, ce livre est une proposition d'amour incarné. C'est-à-dire de pas seulement de vouloir, être doux avec soi-même, s'aimer, aimer le monde, du mieux qu'on peut. C'est vraiment une invitation à incarner ce legs, c'est-à-dire qu'est-ce que je transmets plus que mes mots que je donne? Comment est-ce que moi-même je peux incarner ce message, cet acte d'amour? Comment je peux être un acte d'amour pour le monde? Et et l'autre chose que vous avez dite qui résonne énormément, c'est justement, c'est un chemin individuel au service du collectif parce que je pense que c'est la seule voie. La alors J'ai on sait très bien que voilà, d'être extrémiste, c'est jamais, il y a pas qu'une vérité, mais je dirais en tout cas pour moi, c'est la seule voie. Pour Mmh. moi, c'est cette voie hem, d'arrêter parce que j'ai eu énormément de désillusions. Moi, il y a 20 ans quand je suis entrée dans le monde professionnel, il y avait vraiment cette envie de changer le monde, comme je pense beaucoup de gens qui sont amenés sur ce chemin, du développement de soi. On a envie de contribuer, de changer le monde, de changer l'éducation, de changer les systèmes
Et en fait, ça a été une succession de deuil et de deuil et de deuil jusqu'au moment un peu comme les couches d'un oignon où on enlève les couches de l'oignon et on m'a dit que la lecture du livre pouvait aussi faire ça, pouvait être un espace aussi de deuil sur: «Ah mais tiens, en fait, c'est beaucoup plus simple que ce que je pensais et en même temps, c'est beaucoup plus challengeant parce que ça me demande d'être intègre, en fait». Et profond, je dirais, en fait. Il y a les 2 couches. Selon notre grille de lecture, selon où on se trouve, c'est pour ça que, comme je vous disais, ouais, on peut le lire plusieurs fois parce que c'est simple, mais profond à la fois et on peut être les 2 aussi parce que c'est pas toujours, enfin logique. On se dit: «Si c'est simple, bah, c'est facile et superficiel», mais oui, c'est simple, accessible, les mots sont on sent une certaine fluidité et tout et comme je disais, ce que j'ai aimé, c'est qu'il va en profondeur. C'est pas un livre de développement, personnel qui reste en surface, qui est léger, mais il reste simple et accessible, mais en même temps, il va vraiment en profondeur et chaque mot est choisi. En tout cas, il a résonné en moi et c'est ça que j'ai aimé. Mmh. Voilà. Ouais. Une des définitions que j'ai le plus aimé aussi que vous dites, c'est: «La communication de pouvoir ne répond pas à la question: "Comment est-ce que je parle?", mais "Qui suis-je lorsque je parle?"» Mmh. C'est pour ça que je disais, c'est un cheminement individuel Mmh. et ça, j'ai beaucoup aimé ça. Oui, et puis, effectivement, c'est vraiment la clé de c'est pour ça que je vous disais la question: «Qui suis-je?» quand on me demande de me présenter, c'est bah, est-ce qu'on a quelques vies? Parce qu'en fait, à chaque fois, on pourrait plonger dans ce «Qui suis-je?» avec, une lettre différente, avec un mot différent. Ça dépend de la personne qu'on a en face aussi, de la façon dont l'autre, bah, nous fait miroir. Donc Oui, c'est vraiment un univers entier qui s'ouvre et on parlait tout à l'heure de, voilà, de cet acte d'amour. Pour pour moi, un des codes de base dans dans la transmission de ce livre, c'est vraiment, donc dans le livre, pour ceux qui ne l'ont pas encore, je ne sais pas si je le vois là, mais on a comme ça de temps en temps, bah, voilà, là, le premier code, en fait, sur lequel je tombe, il y a des pages comme ça et il y a des codes qui sont, qui restent, en fait, les piliers de la communication de pouvoir, qui restent les piliers de cette approche et celui sur lequel je tombe là, par hasard, c'est expérimenter pleinement cette vie, c'est apprendre à révéler ce langage unique et sacré qui se cache en nous-mêmes. Et c'est vraiment ça qui moi me réjouit le plus dans, bah, dans mon métier, dans la façon dont je vis mon quotidien. C'est qu'à chaque fois que j'entre en lien avec une personne, je découvre une galaxie, un univers parce que découvre un langage, propre à la personne, une façon de se mettre au monde, une façon d'être qui est totalement unique et on pourrait se dire: «Mais tiens, on est tous humains», puis on en revient toujours tous aux mêmes choses, hein, c'est-à-dire, bah, l'amour de soi, l'amour de l'autre, et en même temps, il y a une telle texture quand on va dans cette subtilité, quand on va dans cette profondeur, il y a une telle texture différente et c'est ça qui me réjouit le plus, c'est à chaque fois que je rencontre une personne, à chaque fois quand on va dans ce travail en profondeur, il y a tout un monde et toute une galaxie qui s'ouvre et ça, c'est vraiment la richesse de, je pense, de quand on s'offre la chance d'aller à la rencontre, de soi au travers de ces pages, c'est vraiment de rencontrer une richesse d'univers et de monde et d'arrêter de faire de cette richesse un problème. Ce qui est aussi un des messages clés du livre parce que souvent, la richesse des mondes, la richesse des perspectives peut être envisagé comme un problème, comme une compétition, comme un conflit en fait, un conflit entre 2 perspectives et là, c'est vraiment une voie, ce livre offre une voie sur: «Mais tiens, comment est-ce que la complémentarité, le paradoxe et la richesse est vraiment une, forme d'enrichissement pour moi et pour l'autre, est une forme de co-création plutôt que de compétition?» mmh, mmh mh. Après moi, j'ai une question qui m'est venue aussi, parce que l'idée aussi de ce livre, c'est que quand on pose des questions, après, pas hésiter aussi à mettre des questions de recadrage. À quel moment on dit stop aussi? Parce que, si on prend un exemple concret, dans la vie professionnelle, par exemple avec un manager, hem, qui discute, bah, avec ses collaborateurs,
il va, lui, naturellement reformuler. S'il a des personnes, voilà, qui restent, dans le flou, qui veulent dire les choses, mais sans trop dire parce que le rapport de hiérarchie qui est pas évident, hem et donc voilà, elles osent dire des choses, mais pas trop, les femmes, puis tout le monde n'est pas à l'aise aussi avec ça. Enfin bref, il y a plein de choses qui se jouent dans une relation comme ça de hiérarchie. Si le manager avec, toute, sa bienveillance, avec, s'il applique même tous ses conseils, à un moment donné, il se rend compte que la personne en face, elle elle va essayer d'appliquer, mais ça matche pas dans le sens, sa communication et reste floue, reste ambiguë ou en tout cas, vous consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, hein, mais ça matche plus et le manager dit à un moment donné: «Ça ne me convient plus. Cette relation ne me convient plus». Quand on dit: «Ça ne me convient plus», j'ai fait des efforts, j'ai fait du mieux que j'ai fait du mieux que j'ai pu, c'est une phrase que vous me conseillez pas de dire, mais disons, si vous avez fait les efforts, vous avez mis, mais à un moment donné, stop. Donc votre question, c'est à quel moment on pose la limite? Ouais. Pour moi, si on se pose cette question, c'est qu'on est j'inviterais à vraiment revenir dans le silence et revenir au contact de son corps. C'est-à-dire que si je me pose la question de est-ce que je suis à quel moment je pose une limite, à quel moment en fait, quelle va être le la grille de lecture pour répondre: «C'est maintenant, c'est demain, c'est dans 3 semaines». Ça va être une grille de lecture qui va souvent être une grille de lecture conditionnée par: «Ah bah, il faudrait poser sa limite à ce moment-là. Ah bah là, ça se fait, ça se fait pas. Là, c'est trop, là, c'est pas assez» et pour moi, la question de: «Est-ce que je me sens bien ici et maintenant? De quoi j'ai besoin?» et c'est une question qui revient constamment, c'est, si on va prendre l'exemple concret que vous disiez, c'est-à-dire, dans un contexte professionnel où on sent qu'il y a beaucoup de non-dits, où on sent que tout simplement, avant de vouloir poser la limite avec l'autre, c'est de se demander, en fait, de quoi moi j'ai besoin ici et maintenant. Et donc peut-être que la réponse va être de poser une limite, mais peut-être que la réponse va être, en fait, j'ai besoin de réorganiser ma façon de travailler, donc j'ai des demandes à faire. Et je pense qu'aujourd'hui, la question des limites, c'est une question qui est très intéressante parce que elle est on a beaucoup entendu ces dernières années l'importance de poser des limites, l'importance de se respecter, d'avoir, des limites claires et cetera. Mais et ce qu'on voit, ça a été, je pense, dans le monde du développement personnel, un axe et une ouverture très importante de rappeler aux femmes, de rappeler aux alors je ne sais pas si votre je parle souvent de femmes parce que je sais que la plupart du temps, c'est l'audience, mais ça s'applique aussi, très, très bien aux hommes. C'est juste que je travaille énormément avec ce que moi je dis souvent des corps de femmes, c'est-à-dire des corps de femmes qui portent beaucoup de mémoire, en fait, de mémoire féminine et dans ce corps de femme, la question des limites, elle est centrale. Elle est au cœur de notre expérience du quotidien. Hier, je répondais à quelques questions, pour une interview dans un magazine où il y a beaucoup de femmes qui exprimaient justement incapacité. On me disait: «Mais qu'est-ce qui fait que c'est si difficile de poser des limites? Qu'est-ce qui fait on dit oui quand on a envie de dire non?» et et en fait, chaque corps de femme a sa propre résistance à dire oui ou non et cette résistance va nous amener à nous poser des questions, à créer de la confusion mentale aussi. Est-ce que je dois dire oui? Est-ce que je dois dire non? Quand on redescend dans le corps, quand on revient dans le silence, quand on remet de la clarté avec soi-même, on se pose jamais la question de est-ce que je pose la limite ou pas? On se demande plutôt de quoi j'ai besoin ici et maintenant. Donc vous le savez, hein, dans le livre, un des codes principaux de mon approche, c'est attente invisible, déception prévisible. Et donc, souvent, quand on dit que la communication ne joue pas, ce sont des choses extrêmement tangibles et extrêmement, encore une fois, simples. C'est-à-dire si on décortique avec la fameuse formule magique, c'est-à-dire il y a vraiment une question de quelles sont mes attentes? Est-ce que j'ai exprimé mes attentes? Est-ce qu'il y a des attentes qui sont inconscientes, qui sont invisibles, qui font que ça va de toute façon créer un environnement confusionnant, un environnement flou, un environnement où après on va aussi beaucoup aller dans des choses qui peuvent être toxiques dans les environnements de travail ou dans le couple. Et donc la question, c'est toujours la je pense que l'invitation dans votre question, c'est surtout de se dire: «Si j'enlève le mot communication, il reste quoi?»
Si je me dis que c'est la communication qui joue pas, il reste quoi dans l'échange avec l'autre? Bah, il reste l'intérêt pour quel est le besoin de l'autre, quel est mon besoin et est-ce qu'on est clair sur cette transaction? Est-ce qu'on est clair sur l'échange? Et ça devient extrêmement tangible. Ce qui fait que, on a l'impression que quelque part la communication est intangible, c'est qu'encore une fois, elle nous a pas été forcément expliquée dans des termes structurés ou simples, de se dire: «Mais tiens, en fait, la façon dont tu communiques, c'est la façon dont tu te mets au monde et c'est la façon dont tu présentes qui tu es et c'est la façon dont tu vas, en fait, t'assurer d'obtenir ce que tu veux, ce dont tu as besoin». Donc et pour moi, il y a vraiment une approche où, et j'ai beaucoup travaillé avec des structures, sur justement des ateliers avec les équipes, sur la communication. C'est des thématiques qui font remonter énormément d'émotions. Quand on vient, auprès d'une équipe en disant: «Mais tiens, en fait, il y a des problèmes de communication, il y a des problèmes de flux». Il y a toujours le la question de: «Oui, parce que l'autre, il fait mal ses emails. Oui, mais parce que l'autre, c'est pas clair comment il s'exprime» et cetera. Alors qu'en fait, si on se rend compte de à quel point derrière le terme communication, il y a vraiment il y a vraiment une invitation à être très au clair déjà avec soi-même sur je le répète et je le répète, je sens que c'est invité très fort dans cette conversation, c'est en fait, c'est quoi le besoin? C'est quoi le besoin du RH? C'est quoi le besoin du manager? Et c'est quoi le besoin de la personne? Et si on est prêt à avoir cette conversation qui va peut-être être inconfortable parce qu'elle va faire remonter des, heu, des blessures personnelles de: «Ah mais je suis jamais assez, je fais jamais assez bien, je suis jamais reconnue». On tourne toujours autour de ces blessures fondamentales. Et en fait, si on peut faire remonter si on a un cadre qui est bienveillant et là, vous avez parlé de la base, en fait, de la communication de pouvoir. Les bases de la communication de pouvoir, c'est vraiment cette honnêteté, cette transparence, cette douceur, cette tendresse, l'amour de l'amour pas au sens de concept transcendantal, mais vraiment simplement, c'est-à-dire une capacité à être en amour avec ce que je ressens chez moi là et à être doux avec ce que je ressens et puis aussi à accueillir l'autre. Si on arrive vraiment à créer ces conditions-là, finalement, il y a pas il il y a que des résolutions extraordinaires qui se passent. OK, c'est intéressant. J'ai bien aimé aussi, vous expliquer, la liberté émotionnelle et la différence avec l'intelligence émotionnelle. Parce que c'est vrai que l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qui est assez connu, en tout cas de plus en plus, mais la liberté émotionnelle, pas tant que ça. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu, ces 2 concepts? Dans cette, dans cette, je dirais, invitation à restaurer ces 2 formes d'énergie, on va dire essentielles qu'on a tous en nous. Il y a cette énergie extrêmement féminine qu'on a en nous qui parle de cette liberté émotionnelle où, en fait, on peut librement ressentir, librement exprimer, librement ressentir. Et puis, elle cohabite avec comme en chacun de nous, hein, qu'on soit homme ou femme, je pense qu'aujourd'hui, on est de plus en plus, conscient de ce concept de dualité, de ce concept d'énergie masculine, d'énergie féminine, yin-yang et cetera et on se rend compte que c'est d'abord en soi qu'on vient restaurer ce dialogue entre le masculin et le féminin pour pouvoir le voir se restaurer, de façon plus, je dirais épanouissante à l'extérieur. Et donc, les 2 concepts, liberté et intelligence émotionnelle, sont vraiment 2 façons d'aborder la question de l'émotion, mais à partir d'une énergie qui est c'est-à-dire yang, masculine, c'est-à-dire une énergie d'intelligence, de structure. J'observe, j'analyse, qu'est-ce qui s'est passé dans cette émotion? Qu'est-ce qu'il y a comme blessure derrière l'émotion? Qu'est-ce qui est encore une fois, quel est mon besoin derrière cette émotion? Qu'est-ce qui a été touché? Qu'est-ce qui a été blessé? Et c'est une chose de faire ça et ce que j'ai observé pourquoi est-ce que j'ai beaucoup parlé de la liberté émotionnelle? Parce que à partir, des années 2000, il y a eu tellement de travaux sur l'intelligence émotionnelle. On en a aussi beaucoup parlé dans les entreprises. C'est quelque chose qui est beaucoup transmis dans voilà, des tonnes de littérature, de livres sur le sujet et en fait, j'ai observé une forme, ce qu'on appelle aujourd'hui le bypassing, c'est-à-dire que on va tellement être dans l'analyse de nos émotions, on va tellement être dans,
l'observation de: «Ah mais tiens, c'est ça qui s'est passé derrière l'émotion. La colère, elle vient me dire ça de moi et puis la tristesse, elle me dit ça et puis c'est ça le message». En fait, on en a oublié de les vivre pleinement et c'était une phase qui était essentielle parce que vivre pleinement ses émotions, si on crée sa vie à partir de ses émotions, ça crée beaucoup de chaos. Donc la clé, elle est vraiment dans cette, je dirais, dans cette rencontre, dans cette réunion entre j'ai un espace, quand j'ai une émotion qui monte, je lui offre un espace. Ça, c'est le féminin. Il a besoin d'un espace pour s'exprimer librement. Donc quand j'ai une émotion, j'ai un espace je vais créer un espace pour pouvoir pleinement ressentir ma rage, ma colère. Je vais créer un espace pour pouvoir pleinement ressentir ma tristesse, ma joie. Alors, on se pose beaucoup moins de questions avec tout ce qui est, beaucoup plus joyeux et cetera, on le vit et cetera. Quoique encore aujourd'hui, ça fait pas, des fois, il faut être tellement professionnel qu'il faut pas être trop joyeux, trop innocent et cetera. Mais ça, c'est encore tout un champ, d'expansion. Mais je dirais que de base, il y a vraiment cette liberté qu'on va s'offrir de vivre pleinement. Pourquoi c'est important? Parce que dans le corps, on a des blessures, des traumas, on a des expériences qui vont se cristalliser quand elles sont pas pleinement ressenties, ce qui va générer des poids à l'intérieur du corps, ce qui va générer des poids dans notre histoire, ce qui va générer en fait, tout un renfermement de notre être, de notre identité, aussi qui va avoir un impact sur notre santé. Aujourd'hui, on compte même plus le nombre d'études qui démontrent, le docteur, Gabor Maté, je crois que je l'ai cité dans le livre, qui parle justement de l'impact entre cette liberté émotionnelle qui n'a plus sa place dans notre société aujourd'hui où tout doit être, maîtrisé, contrôlé. On parle tout le temps de gérer ses émotions, maîtriser ses émotions. Ce qui, encore une fois, c'était un pas nécessaire. Là, je pense qu'on peut aller plus loin et je pense qu'on peut vraiment comprendre qu'on a la capacité aujourd'hui, en tant qu'humain, d'évoluer et l'évolution, ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment intégrer ces 2 pôles. Je peux être un humain qui gère intelligemment ses émotions et en même temps, je peux être un humain qui s'offre un espace sécure et qui s'offre un espace aussi intelligent. C'est-à-dire, je dis souvent dans le livre, il y a un des codes, c'est je ne parle pas dans l'émotion, je parle de l'émotion. Souvent, quand on parle dans l'émotion, ben, on va parler avec un filtre qui va pas être forcément constructif pour le monde qui nous entoure. Donc c'est super, on peut aller, exprimer ses émotions, c'est nécessaire pour le corps, pour bien processer ça, pour pas garder et pas stocker, ce genre d'expériences qui peuvent être négatives et qui peuvent nous encombrer. Mais vraiment de pouvoir le faire dans cette danse, en fait, de ces polarités et de pouvoir le faire avec liberté et avec intelligence. Il y a 2 formules, qui expliquent, le communication pouvoir. Il y a une formule un peu plus mathématique et que j'aime particulièrement, vu que je fais de la numérologie, c'est 1 + 1 = 11, de mettre le nombre 11, très symbolique. Et il y a aussi une autre formule: besoin et désir moins attente invisible égale demande claire et puissante. Et donc chacun, trouvera la formule qui lui correspond le mieux. Les 2 sont complémentaires, et c'est vrai que cette idée d'attente invisible, je trouve que, heu, elle parle beaucoup, dans les relations de couple, dans tout, hein, dans l'être humain, mais beaucoup dans les relations de couple, notamment des femmes qui, ont tendance à souhaiter des choses sans les exprimer clairement et en disant: «Mais il comprend pas, ça devrait être évident». hem Et j'aime aussi la formule 1 + 1 = 11 puisque, le 11, comme vous dites, c'est représente pour vous un espace sacré, le résultat d'une union. C'est pas 1 + 1 = 1, c'est on reste 2 entités, individuelles, 2 individus et on décide de s'associer ensemble, et de se compléter, de s'apporter mutuellement des choses. Donc voilà. Pour les personnes qui veulent aller les plus loin, n'hésitez pas. Je choisis ma liberté, le livre J'aime balnéologie. bien le lapsus. Vous avez dit: «Je choisis ma liberté» et c'est très beau comme lapsus parce qu'il s'agit beaucoup de ça, en fait, d'être libre de créer sa Oui, réalité. oui, 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 tout à fait.
Et comme vous le dites aussi, vous employez aussi des drapeaux rouges, je dis des red flags, mais c'est pareil, sur des mots, de l'importance vous mettez aussi en évidence, l'importance de choisir aussi les bons mots, de choisir notre vocabulaire, parce que ce qui sort aussi s'exprime aussi s'imprime. Donc des phrases qui peuvent résonner aussi avec l'audience, c'est: «Je n'ai pas le choix quand on dit ça, je vais essayer, je vais voir, je fais comme je peux». Des choses où on s'auto-sabote, où on s'auto-limite quelque part et en fait de prendre conscience de ces mots et de notre vocabulaire, de notre langage de manière générale est aussi un 1er pas accessible que l'on peut commencer dès maintenant, pour, aller après plus en profondeur, si on le souhaite. Mmh mh. Mmh. Voilà. Ben, en tout cas merci beaucoup Anela pour, ce partage, cet échange très enrichissant Merci, merci à vous. Merci beaucoup pour, et ces questions et ces explorations. ouais, j'hésiterai pas à mentionner, bah, votre site web, vos réseaux et puis bien sûr, bah, les références de votre livre dans la description. Merci beaucoup. Merci infiniment.